Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette vidéo du mois de juillet, alors qui sera assez complète, hein. J'ai fait pas mal de travaux, de travail, de préparation pour cette vidéo, parce que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Et j'ai essayé un petit peu de décortiquer la chose, hein, la situation, et vous expliquer un petit peu ce qui pourrait nous attendre dans les prochaines semaines, les prochains mois, voire pourquoi pas les prochaines années. Alors, l'intitulé de ce point du mois de juillet, le titre, il est quand même révélateur. Il s'intitule L'inflation, leur solution, votre problème. Clairement, euh, bon, je vous apprends rien. Vous savez que on a un problème, on va dire un petit problème de finances publiques en France, un problème de dette, de déficit public. Et malheureusement, euh, dans cette situation, il n'y a que deux solutions. Soit vous appliquez une politique d'austérité, euh, d'austérité à l'extrême, vous serrez les dépenses de l'État et vous libéralisez l'économie, ce qu'a choisi de faire l'Argentine de Milei. Soit vous appliquez une potion, entre guillemets, hein, qui allie hausse des impôts et hausse de l'inflation. Et je vous apprends rien, la solution qui a été adoptée par le gouvernement Bayrou, c'est de laisser l'inflation rogner, manger la dette de l'État. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'épargne des uns, c'est la dette des autres. On n'est pas endetté vis-à-vis de la planète Mars. C'est que la dette de l'État, si vous regardez la dette publique, en réalité, en face, vous avez quoi? Vous avez le patrimoine des ménages. Et la manière, en fait, finalement, de faire un transfert de richesse entre les particuliers et l'État, vous avez que deux solutions. Le premier, c'est l'impôt, mais on est quand même un des pays les plus fiscalisés au monde. Et le deuxième, c'est l'inflation. L'objectif, justement, de cette vidéo, c'est de vous expliquer, effectivement, comment l'État, comment le gouvernement Bayrou compte s'appuyer sur l'inflation pour résorber le déficit public et essayer de freiner l'envolée de la dette. Alors, donc voici le plan. Donc ça va être une vidéo assez longue, je vous préviens, mais il y a un plan de cette présentation. Alors, tout d'abord, je vais faire un rappel sur les mesures annoncées par François Bayrou le 15 juillet dernier, dont un grand nombre était prévisible. Ensuite, je détaillerai l'impact de l'année blanche sur le budget des particuliers, des entreprises et de l'État. Et vous verrez que ce n'est pas anodin, cette année blanche, elle aura un impact énorme sur chacune et chacun d'entre nous. Dans une troisième partie, je vous parlerai un petit peu des gagnants et des perdants de ces mesures, parce que oui, il y aura beaucoup de perdants, mais aussi, comme vous allez le voir, certains gagnants. Ensuite, j'aborderai deux pistes pour améliorer le rendement de votre épargne tout en limitant les risques. Donc, j'aborderai effectivement deux pistes d'investissement possibles pour limiter la casse. Alors, il n'y a pas de miracle, hein, je préfère vous annoncer tout de suite, il n'y a pas de miracle, mais les deux pistes que je vous annoncerai vous permettront d'avoir un rendement, en tout cas, qui soit supérieur à l'inflation et supérieur aux impôts, au taux de prélèvement obligatoire. Et enfin, restez bien jusqu'au bout, puisque je terminerai cette vidéo par les perspectives, en tout cas comment je vois l'évolution de la situation économique et sociale du pays, de la France, à moyen
et long terme. Donc, comme vous le voyez, hein, cette vidéo sera très très riche, donc restez jusqu'au bout. Vous ne serez pas déçus, hein. J'ai fait quand même pas mal de travail, hein, pour préparer cette vidéo, hein. Nous sommes le mercredi 23 juillet. J'ai passé quand même tout un week-end, donc le week-end dernier, à travailler, à préparer cette vidéo. Alors, d'abord, première partie, le rappel sur ce que j'anticipais déjà il y a quelques semaines, quelques mois, avant même que François Bayrou n'annonce ses mesures. Alors, vous voyez, hein, donc ça c'est un rappel, hein, c'est un slide, hein, que j'avais fait il y a quand même quelques semaines, donc bien avant que François Bayrou n'annonce ses mesures, et pas mal de mesures annoncées par François Bayrou, je les avais prévues. D'abord, au niveau de la santé. Vous avez dit que il y aurait un déremboursement de tout ce qui est maladie, prise en charge des affections longue durée par la sécurité sociale. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais prévu. Alors, c'est injuste, on peut dire ce que l'on veut, mais rappelez-vous de ce que j'avais dit, une grosse partie du déficit de l'État provient de la santé. Et donc, évidemment, dans ce contexte, j'avais prédit que l'État allait se désengager progressivement de tout ce qui est assistance aux malades, aux grands malades, aux malades chroniques, donc les ALD. Et donc, effectivement, ça n'a pas loupé puisque François Bayrou a annoncé le 15 juillet dernier que les affections longue durée seraient moins prises en charge par l'État. Deuxième mesure que j'avais prédit, c'est mieux harmoniser les versements, mieux encadrer les aides, rendre plus difficile le versement de certaines aides comme la CAF, le RSA, les allocations chômage. Là encore, je ne me suis pas trompé puisque le 15 juillet dernier, François Bayrou a annoncé le lancement d'une énième réforme de l'assurance chômage destinée à mieux, à durcir les conditions de versement du chômage et sans doute à réduire le montant des aides aux chômeurs. Troisième mesure que j'avais annoncée il y a de cela des mois, c'est la suppression de l'abattement de 10% sur les retraités. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les retraités bénéficient, comme les actifs, d'un abattement de 10% sur les revenus qu'ils déclarent à l'administration fiscale. Donc là encore, ça n'a pas loupé, puisque le 15 juillet dernier, François Bayrou a annoncé que les retraités allaient perdre cet abattement de 10% et donc qu'ils verraient mécaniquement, évidemment, la hausse de leur imposition sur le revenu. Donc ça c'est une mesure, donc évidemment, qui était prévisible. Je vous en avais parlé déjà, ça fait déjà des semaines, des mois que je vous en parle. Ben, ça y est, c'est acté. François Bayrou l'a officiellement annoncé. Alors, autre mesure que j'avais annoncée pour permettre de diminuer le poids de la dette, le poids du déficit public, c'est la suppression de certains ministères, entre guillemets, peu non essentiels, comme le ministère de la Culture, le ministère des Sports. Voilà, et j'avais posé la question, hein, est-ce qu'on a besoin d'un ministère de la Culture? Hein, regardez aux États-Unis, ils n'ont pas de ministère de la culture et pourtant, les plus grands films qui sortent tous les ans, ce sont des films américains. Donc là, évidemment, je l'ai mis en rouge puisque finalement, évidemment, Monsieur Bayrou n'a pas annoncé de serrage de ceinture sur le budget de certains ministères qui ne sont pas régaliens. On voit que bah, Rachida Dati n'a pas elle est toujours là, elle n'a pas de baisse de budget sur son ministère. Ça c'est quelque chose que j'avais annoncé, mais qui ne s'est pas matérialisé par les annonces du 15 juillet. Ensuite, la TVA sociale. Donc moi, je pensais qu'il y aurait une TVA sociale, donc une hausse de la TVA sur des produits non essentiels, tels les iPhones, etc., etc. Donc là encore, il n'y a pas eu de TVA sociale, puisque bon, bah, la TVA sociale a pour objectif de faire rentrer de l'argent dans les caisses, mais cela se fait au détriment des consommateurs aisés et
évidemment, de certaines entreprises comme le luxe ou certaines marques comme iPhone. Finalement, ça n'a pas été retenu. J'avais aussi prédit l'arrêt du soutien aux grandes entreprises, comme notamment supprimer les aides aux grands groupes qui versent des dividendes. Ça, c'est quelque chose qui aurait pu rapporter pas mal d'argent à l'État. Là encore, bah, ça n'a pas été du tout annoncé par François Bayrou le 15 juillet. Dommage, parce que ça, pour le coup, je vois pas l'intérêt à l'État de verser, d'aider des grands groupes du CAC 40 qui sont en bonne santé et qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Je vois pas l'intérêt. Bon, ça n'a pas été retenu. Ensuite, autre mesure que j'avais annoncée il y a de cela, alors là longtemps, c'est le, la coupe, des coupes sur le fonctionnement de certaines agences de l'État, les ODAC. Et là, effectivement, sans surprise, François Bayrou a annoncé des économies, sans préciser nécessairement lesquelles, mais des économies et la suppression de certaines agences de l'État. Voilà. Et puis, il y a deux choses que je n'avais pas anticipées. La première, c'est la suppression de jours fériés. Je ne pensais pas que le gouvernement annoncerait la suppression de 2 jours fériés. Donc là, effectivement, François Bayrou a annoncé la suppression de 2 jours fériés, Pâques et le 8 mai. Donc ça, c'était quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. Et enfin, l'année blanche. Ça, je n'ai pas du tout prévu ça. Donc l'année blanche, c'est quoi? Ben, on va en parler justement. Ça sera un des grands axes de cette vidéo. Je vous expliquerai un petit peu c'est quoi l'année blanche et quel sera l'impact dans votre quotidien. Voilà un petit peu un rappel des mesures prises par François Bayrou. Donc, sans plus attendre, je passe à la deuxième partie de cette vidéo. C'est l'année blanche et l'impact de cette mesure qui est un petit peu vague, un peu, on ne sait pas trop ce que c'est. L'année blanche, ça fait pas peur, c'est tout ce qui ne fait pas peur et qui pourtant aura un impact sur votre quotidien. Alors, en gros, le principe de l'année blanche, c'est on gèle toute revalorisation. En gros, pendant un an, 2025-2026, il n'y aura pas de revalorisation des retraites. On gèle la revalorisation des retraites. Il y aura une absence totale de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Donc, les fonctionnaires qui n'auront pas d'augmentation, qui n'auront pas d'avancement dans leur carrière, soit au mérite, soit à l'ancienneté, verront leur rémunération totalement gelée. Il y aura également une revalorisation de toutes les aides sociales, allocation de chômage, CAF, RSA, etc. Il y aura également un gel de la revalorisation du barème d'impôt sur le revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous avez une augmentation égale à l'inflation, eh bien, vous paierez automatiquement plus d'impôts. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en fait, le barème d'impôt sur le revenu était revalorisé à l'inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais votre salaire suivait l'inflation de manière bête et méchante, comme le barème d'impôt sur le revenu était revalorisé à l'inflation, voulait dire que vous ne payez pas plus d'impôts. Donc là, on va geler les tranches d'impôt sur le revenu, ce qui veut dire que bah, malheureusement, si jamais vous avez la chance d'être augmenté même à hauteur de l'inflation, eh ben, vous verrez votre impôt sur le revenu automatiquement revu à la hausse. Et enfin, on a la baisse du taux du livret A qui passe de 3% début janvier de cette année à 1,7% à partir du 1er août. Donc le livret A va subir une véritable saignée, hein, puisque 3%, c'était au-dessus de l'inflation. Je rappelle que l'inflation officielle est à 2% à peu près. Donc avec un taux de livret A à 3%,
vous avez un rendement net, un rendement réel de 1%. Donc vous vous enrichissez avec le livret A. Avec un taux de livret A qui va passer à 1,7%, vous allez vous appauvrir. C'est-à-dire que le livret A va progressivement perdre de sa valeur si on intègre l'inflation. Donc, en gros, en l'absence de croissance et d'inflation, surtout d'inflation, l'année blanche, en fait, elle ne sert à rien. Car l'année blanche, en fait, elle gèle juste l'évolution des dépenses de l'État. Mais si en face, les revenus n'augmentent pas et qu'il n'y a pas d'inflation, l'impact sera neutre sur la dette. Donc, en fait, vous l'aurez compris, l'État mise sur l'inflation pour finalement renier petit à petit sa dette et ses déficits. Donc, c'est-à-dire qu'en l'absence totale d'inflation, en fait, l'année blanche, elle ne sert à rien. Elle sert strictement à rien. Sauf que, évidemment, l'État, lui, espère, alors il va pas le dire, hein, vous n'allez pas voir François Bayrou, Emmanuel Macron vous dire, on espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inflation pour permettre à l'État de se désendetter, bien sûr, sinon il y aurait la révolution. Mais secrètement, l'État espère qu'il y aura une hausse de l'inflation dans les 12 prochains mois, donc durant cette année blanche, pour dire aux particuliers, vraiment, on n'a pas de chance, c'est l'inflation, c'est Poutine, c'est l'Ukraine. Alors, on ne sait pas quel sera le prétexte qui redéclenchera une nouvelle poussée de fièvre inflationniste, mais ce qu'espère secrètement le gouvernement, c'est ça. C'est une année blanche décrétée par François Bayrou ce 15 juillet, couplée à un redémarrage de l'inflation pour diminuer les déficits publics et la dette de l'État. Alors, concrètement, quelles seront les conséquences de cette année blanche suivant que vous soyez retraité, salarié, chômeur, etc., etc. Ben justement, on va le voir tout de suite. Alors, on va passer aux entreprises. Donc, on va commencer par les entreprises. Donc, supposons que on a une inflation modérée de 2% sur une entreprise qui vend sa marchandise à 83,33 euros hors taxe. Donc, on va prendre vraiment, on va partir sur une dépense de 100 euros ou une recette de 100 euros, si qu'on soit une entreprise qui vend de la marchandise ou un salarié ou un retraité qui reçoit 100. Donc, je suis une entreprise, je vends à T égale 0 une marchandise qui vaut 83,33 euros hors taxe. Donc, le prix hors taxe avec l'inflation va passer de 83,33 euros à T égale 0 à 85 euros, donc vous rajoutez 2% à ce 83,33 euros, le prix de ma marchandise hors taxe passera à 85 euros au bout d'un an. La TVA, on parle de prix hors taxe, donc il y a la TVA, elle, reste à 20%, sauf que bah, la TVA de 20%, en fait, elle va s'appliquer au, non plus aux 83,33 euros, mais aux 85 euros. En fait, la TVA, elle, elle va, elle va également augmenter, hein, puisque la TVA s'applique sur l'ensemble des dépenses des consommateurs sur l'achat de marchandises. Donc, en fait, la TVA, elle sera dans un an de 17 euros. Donc, comment se répartit, comment évolue le budget de mon entreprise? Donc, l'entreprise va quand même s'enrichir de 1,67 euros. Donc l'entreprise va s'enrichir sur la hausse du prix hors taxe de ses marchandises, mais vous voyez, elle ne va pas s'enrichir de 2 euros, parce qu'on a une inflation de 2%. On s'attendait à ce que l'entreprise s'enrichisse de 2 euros, mais en fait, l'entreprise ne va s'enrichir que de
0,67 euros. Donc, vous me direz, c'est mieux que rien. Mais l'État va capter une partie de la valeur ajoutée, de la richesse créée par l'entreprise via une hausse de la TVA. Parce que plus vous avez de l'inflation et plus la TVA en euros va augmenter. Donc en fait, l'État va s'enrichir à hauteur de 0,33 euros. Donc sur une marchandise vendue 100 euros à l'instant T égale 0, après une inflation de 2%, le produit, toute taxe, va passer de 100 à 102 euros. L'entreprise va capter 1,67 euros de richesse grâce à l'inflation et l'État va capturer une partie de cette richesse à hauteur de 0,33 euros via la hausse mécanique de la TVA en euros courants. Donc on voit que là, on a deux gagnants. C'est l'entreprise qui profite de l'inflation pour s'enrichir. Et d'ailleurs, c'est pour cela que vous voyez que le CAC 40 ne s'effondre pas. On a un CAC 40 qui tient bien la route malgré toutes les crises qui s'enchaînent. Pourquoi? Parce que comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, les pouvoirs publics ont décidé de faire porter intégralement le poids, le fardeau de la dette sur les ménages et non pas sur les entreprises. Et l'État, évidemment, grâce à l'inflation, l'État s'enrichit aussi au passage à hauteur de 0,33 euros. Mais vous allez voir, l'État, grâce à l'année blanche, il va avoir d'autres moyens de s'enrichir que via la TVA. Alors, maintenant, quel est l'impact de cette inflation sur un consommateur retraité? Parce que parmi les consommateurs, suivant que vous soyez salarié, cadre dirigeant, chef d'entreprise, retraité, chômeur, l'impact ne sera pas le même. Alors, par définition, la pension de la retraite étant gelée du fait de l'année blanche, ben, le revenu d'un retraité qui perçoit 100 euros à l'année zéro restera à 100 euros à l'année 1. Donc évidemment, ce consommateur retraité, s'il paye 100 euros pour sa consommation à l'année zéro, du fait de l'inflation, il payera 100 euros plus de pourcents, soit 102 euros à l'année 1. Donc le retraité, notre retraité, va s'appauvrir de 2 euros entre l'année 0 et l'année 1 à l'issue de l'année blanche. Donc, le retraité, malheureusement, il va prendre pleine poire la conséquence de cette année blanche s'il y a une inflation de 2%. Évidemment, tout dépendra du niveau de l'inflation. Si jamais par malheur on devait se reprendre une inflation de 10%, comme ça a été le cas suite à la guerre en Ukraine, à la crise ukrainienne, ben en fait, la perte de pouvoir d'achat du retraité, elle ne sera pas de 2%, mais de 10%. Donc, c'est énorme. Donc, le retraité, évidemment, il va perdre 2%. Alors, sur un consommateur qui bénéficie des aides sociales, le chômeur, le bénéficiaire du RSA, l'étudiant qui perçoit la CAF, donc là encore, c'est exactement le même mécanisme que pour les retraités. Donc, les revenus de ces catégories de la population, bah, eux, ne vont pas bouger. Donc, année blanche, donc les revenus, le chômage, le RSA, la CAF, ça sera 0% de revalorisation. Et donc, évidemment, toutes ces personnes-là verront leur pouvoir d'achat baisser de 2 euros. Donc, si on part d'un revenu de 100, ils verront leur pouvoir d'achat baisser de 2 euros ou de 2% si on raisonne en pourcentage. Alors, pour un salarié, maintenant, prenons le cas, donc un cas un peu plus complexe. Alors, évidemment, pour les salariés qui auront aucune revalorisation durant cette année blanche, donc c'est pareil, hein, donc il sera logé dans la même catégorie que les retraités, donc il perdra 2% de pouvoir d'achat. Alors maintenant, prenons un salarié qui arrive quand même à avoir une revalorisation de salaire de 2%. Donc comme l'inflation, donc vous voyez, vous avez les NAO, donc les négociations annuelles obligatoires. Donc vous avez des syndicats puissants. Notre salarié, il a de la chance, il est dans une entreprise qui a des syndicats puissants et il arrive à obtenir une augmentation de son salaire de 2%, exactement comme l'inflation.
Donc là, on suppose que le salarié a un taux moyen d'imposition de 10%. Donc là encore, c'est une moyenne. Donc son salaire après impôt est de 100 euros. Son salaire avant impôt à la source est de 111,11 euros. Donc le prélèvement à la source aura été égal à 11,11 euros. Donc grâce aux accords d'entreprise, le salaire net avant impôt passe de 111,11 euros à 113,33 euros. Vous appliquez la hausse de 2%, il arrive quand même à gagner 2% de son salaire. Donc, a priori, son pouvoir d'achat, il est maintenu, puisque l'inflation est 2%, et de 2%, l'augmentation du salaire net de ce salarié étant de 2%, a priori, avant prélèvement à la source, ce salarié, il arrive à maintenir son pouvoir d'achat. Et c'est là le deuxième effet qui se coule, la deuxième lame du rasoir liée à l'année blanche. Comme le barème de l'impôt est gelé, une grande partie du salaire sera soumis à la tranche marginale d'imposition, ce qui équivaut à augmenter très légèrement l'impôt à la source, le prélèvement à la source, qui va passer, par exemple ici, de 10 à 10,5%. Et donc, en réalité, le prélèvement à la source, en fait, il va passer de 11,11 euros, 11,90 euros. Et donc, en fait, en réalité, le salaire net après prélèvement à la source, il sera égal à 113,33 moins 11,90. En fait, le salaire net, il sera à 101,43. Donc, en réalité, le salarié enregistrera une hausse de salaire net après prélèvement à la source de 1,43 euros, mais la hausse des prix ayant été égale à 2 euros, puisqu'il y a une inflation à 2 euros, donc sur 100 euros. Donc le salarié qui gagne 100, son salaire va passer de 100 à 101,43, puisque le prélèvement à la source a quand même augmenté, alors que le coût de son panier de consommation va passer de 100 à 102. Donc, en réalité, ce salarié qui a pourtant vu son salaire augmenter de 2%, ce salarié verra quand même son pouvoir d'achat baisser de 0,57 euros, donc 0,57%. Donc, c'est pas rien. Donc, le salarié qui a vu son salaire augmenter, donc ça fait un salarié qui a quand même de la chance, qui a pu voir son salaire augmenter de 2%, malgré tout, verra son pouvoir d'achat diminuer de 0,57%. Et évidemment, l'État, quant à lui, encaissera une partie de la hausse du salaire du salarié sous forme de hausse d'impôt sur le revenu. Donc, vous voyez, c'est une hausse déguisée, une hausse maquillée d'impôt. Donc, le prélèvement à la source passant de 11,11 euros à 11,90 euros. Cela se matérialisera par une hausse de la rémunération de l'État de 0,79 euros. Alors, cela peut paraître anodin, mais juste sur ce petit exemple, hein, donc avec un salarié qui a vu son salaire augmenter de 2% et qui va acheter, qui va faire ses courses, donc un salarié qui gagne 100, qui voit son salaire passer de 100 à 102, à 102, et qui va acheter, qui va faire ses courses et donc payer 100, et bien en fait, rien que par l'année blanche fiscale conjuguée à une inflation de 2%, en fait, l'État arrive à gagner 1,12 euros et ce 1,12 euros se décompose en 0,33 euros liés à la hausse de la TVA sur les produits vendus, donc grâce à l'inflation, et à 0,79 euros liés à la hausse induite de la fiscalité sur le salarié, puisqu'on a gelé les tranches d'impôt sur le revenu. Donc sur une inflation de 2%, en fait, une inflation de 2% permet à l'État
de capturer 1,12%. Donc on a quasiment, donc 55% en fait de l'inflation sera capturée par l'État. Et le reste de l'inflation, en fait, le gain restant de l'inflation sera capturé par les entreprises. Elles vont répercuter l'inflation sur les services et les marchandises qu'elles auront vendus. Donc on voit à quel point, en fait, l'État a intérêt à ce qu'il y ait de l'inflation dans les 12 prochains mois. Donc, en conclusion, l'État s'enrichit de 1, l'entreprise s'enrichit, pardon, de 1,67 euros. Les retraités s'appauvrissent de 2 euros, donc 2% en fait, hein, transformer euro en pourcent, puisqu'on part de course de 100 euros, d'un salaire de 100 euros, d'une pension de retraite de 100 euros. En gros, l'entreprise s'enrichit de 1,67%, les retraités s'appauvrissent de 2%, les étudiants s'appauvrissent de 2%, les bénéficiaires des aides sociales, chômeurs, RSA, s'appauvrissent de 2%, les salariés qui n'ont eu aucune revalorisation salariale s'appauvrissent de 2%, les salariés qui ont eu une hausse de 2%, donc comme l'inflation, s'enrichissent de 1,43%, mais si on intègre le, le gel du barème de l'impôt sur le revenu, hein, en fait, ces salariés vont perdre 0,57% en pouvoir d'achat. Et enfin, l'État s'enrichit à hauteur de 1,12%. En réalité, ben, vous avez beaucoup de perdants, mais vous n'avez pas beaucoup de gagnants. Et donc, en fait, ben, vous avez quand même pas mal de perdants d'un point de vue revenu. Alors, d'un point de vue maintenant patrimonial, alors d'un point de vue patrimonial, une entreprise ou un particulier ayant un patrimoine de 100 euros à l'année zéro verra son patrimoine non productif, donc si c'est de l'argent qui est sur le compte courant, perdre 2 euros, 2% à l'année 1. Un particulier qui place son épargne sur le livret A verra son taux passer de 3% à 1,7%. Donc une somme de 100 euros placée à 1,7% rapportera 1,7 euros, mais en termes réels et avec une inflation à 2%, cela revient à ce particulier à enregistrer une perte réelle de 30 centimes. Donc c'est un peu comme si vous avez 100 euros placés dans le livret A, partir du 1er août, quand le livret A va tomber à 1,7%, en fait, vous allez perdre 30 centimes, 30 centimes par an pour 100 euros de placé. Évidemment, si on est à des sommes de 10 000 euros, ben, je vous laisse faire le calcul. 10 000 euros placés sur un livret A, eh ben, ça équivaut à une perte de 30 euros. 30 euros, vous me direz, c'est rien, mais vous perdez quand même de l'argent. Et l'État, qui a une dette de 100 euros, et en supposant qu'il gèle les dépenses de manière à stopper l'accroissement de sa dette, ben, verra cette dernière, donc la dette, baisser de 2 euros, 2% en termes réels. Donc maintenant, hein, donc vous commencez à deviner qui sont les gagnants et les perdants de cette année blanche. Donc là, je vais vous le résumer donc, en deux mots. Alors les gagnants, donc l'État endetté va amortir sa dette grâce à l'inflation, hein, sans surprise, hein. Les entreprises garderaient les aides de l'État et les avantages fiscaux. Par ailleurs, elles capteraient une grosse partie de la valeur ajoutée créée par les salariés avec la suppression de 2 jours fériés. Donc les entreprises, elles, seraient, seraient les grandes gagnantes de ce budget annoncé par François Bayrou. Et d'ailleurs, vous voyez en bourse, hein, regardez le CAC 40, il est plein de peps, hein, le CAC 40. Le CAC 40, il se porte très très bien. La seule chose qui gêne, qui bloque l'envolée pour le moment du CAC 40, ce sont les mesures d'austérité, enfin les barrières douanières annoncées par Donald Trump
Mais vous allez voir, dès lors que ces histoires de droits de douane trouveront un épilogue positif entre l'Union européenne et Donald Trump, vous allez voir, le CAC 40, lui, il ne va pas très très mal se porter. D'ailleurs, regardez le MEDEF, ils sont contents, hein. Le MEDEF, 2 jours fériés supprimés, année blanche fiscale, etc. Bon, le MEDEF, lui, il est plutôt content. Donc, les entreprises, en fait, feront partie, alors, pas toutes, hein, on verra, mais une grosse partie des multinationales françaises, elles, pour le moment, sortiront gagnantes de cette année blanche. Alors, autre catégorie de gagnants, ce sont les salariés qui ont eu des progressions de salaire 2 fois supérieures à l'inflation pour amortir à la fois l'inflation et la hausse des impôts. Vous prenez un salarié méritant, un salarié qui est très apprécié par sa hiérarchie, un salarié qui est en position de force pour négocier une forte hausse de salaire. Ben, ces salariés-là qui auront eu une hausse de salaire 2 fois supérieure à l'inflation sortirait aussi gagnante malgré l'année blanche. Et enfin, dernière catégorie de gagnants, ce sont les épargnants qui arrivent à placer leur épargne à un rendement net d'impôt supérieur à l'inflation. Et on verra qu'il existe des solutions qui permettent, des solutions patrimoniales euh, qui permettent de gagner plus que l'inflation, tout en limitant l'impact de la fiscalité sur le patrimoine placé sur les marchés. Et ces solutions, alors, il y a toujours du risque, hein. De toute façon, la seule solution sans risque, c'est le livret A, hein. Je vous ai parlé là, mais il existe quand même des solutions qui vous permettront de battre l'inflation et de battre la fiscalité avec un risque limité. Alors, pas un risque absent, attention, mais un risque limité. Je vais en parler sur ces solutions. Je vais faire un petit zoom sur ces solutions, mais évidemment, par conscience professionnelle, je vous parlerai des risques associés à ces solutions, bien évidemment. Alors, les perdants, alors il y en a beaucoup. Alors, les perdants, bah, vous avez d'abord les entreprises qui n'arriveront pas à répercuter leur prix de vente avec l'inflation. Donc, toutes les entreprises n'auront pas la capacité euh, de de répercuter l'inflation sur leurs produits de vente. Donc là, par exemple, typiquement, bah, les entreprises qui sont payées en pourcentage de services rendus. Par exemple, typiquement, prenez les notaires, donc les notaires qui sont rémunérés sur le pourcentage, sur la valeur des prix de l'immobilier. A priori, on ne prévoit pas de hausse des prix de l'immobilier. Donc, typiquement, les notaires, les agents immobiliers, euh, eux, typiquement, ne verront pas leur rémunération augmenter, ne pourront pas répercuter l'inflation sur le consommateur et donc eux, typiquement, verront leur pouvoir d'achat diminuer, ces entreprises-là. Donc, pareil, hein, prenez aussi les métiers comme typiquement conseillers en gestion de patrimoine. Bah, eux, typiquement, ceux qui ne prennent pas d'honoraires, ceux qui se rémunèrent uniquement sur la commission euh, des produits vendus, bah, si les clients qui vont se prendre une baisse de pouvoir d'achat décident de ne pas augmenter leurs investissements, décident de ne pas investir plus, de ne pas confier plus d'argent aux conseillers en gestion de patrimoine, bah, ces derniers, comme leur commission est fixe, elle n'est pas revalorisée de l'inflation, bah, ces derniers, par exemple, verront aussi leur pouvoir d'achat diminuer. Donc, je vous ai donné des exemples, hein, d'entreprises qui, quelque part, verraient leur rémunération être affectée par l'inflation, mais il y en a d'autres, hein. C'est des exemples qui me viennent en tête, hein. Voilà, les notaires, les agents immobiliers, les conseillers en gestion de patrimoine, mais il y en a sans doute d'autres, hein. Typiquement,
Je pense notamment aux entreprises qui sont dans des secteurs hyper concurrentiels. Par exemple, les entreprises qui vendent du matériel informatique. C'est compliqué de revaloriser la vente d'un ordinateur, d'un ordinateur, sachant qu'on sait que du fait de l'obsolescence, les prix de l'informatique tendent à baisser. Donc, typiquement, voilà, ça c'est une autre catégorie d'entreprise qui malheureusement va se prendre en pleine poire, on va dire, la hausse de l'inflation. Deuxième catégorie de perdants, bah, ce sont les retraités, puisque eux, typiquement, ils vont se prendre la hausse, la fin des 10% d'abattement sur l'impôt et ils auront un gel de leur pension de retraite. Donc, eux, clairement, ce seront les grands perdants de cette année blanche. Vous avez aussi les bénéficiaires des aides sociales, hein, les étudiants, bénéficiaires du RSA, les chômeurs. Les personnes atteintes de maladies chroniques ou des affections de longue durée, donc elles, bah, elles verront une baisse de remboursement de médicaments, une hausse de leur franchise médicale, etc., etc. Les salariés dont les salaires augmenteront moins vite que le double de l'inflation, donc les salariés dont la hausse de salaire sera inférieure à 4%, bah, ces salariés se verront amputés soit de l'inflation, soit de la hausse de la fiscalité, puisqu'il y aura un gel du barème de l'impôt sur le revenu. Et enfin, dernière catégorie de perdants, les épargnants dont le taux d'épargne net de fiscalité sera inférieur à l'inflation. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de perdants, hein. Quand on regarde la liste des perdants, en résumé, en fait, quasiment tout le monde est perdant, à part l'État, les grandes entreprises capables de faire du business à l'international parce qu'elles continueront à recevoir les aides de l'État et elles seront capables de répercuter la hausse des prix sur les consommateurs. Donc, deuxième grand gagnant, les grosses entreprises. Troisième gagnant, les salariés sont très importants à leur entreprise, donc capables de négocier des augmentations de salaire supérieures à 4%. C'est pas rien, hein. Tout le monde n'aura pas, enfin, tous les salariés n'auront pas une hausse de leur salaire de 4%. Donc, il y en aura très, très peu. Et enfin, quatrième catégorie de gagnants, ce sont les épargnants qui arriveront à placer leur épargne à un rendement net pré-impôt supérieur à l'inflation. Et donc, ça m'amène à la transition, hein. La transition, c'est... Alors, on peut pas trop jouer, hein, sur le salaire, hein, ça dépend de votre employeur, ça dépend de vous, de vos compétences, de votre capacité à installer un rapport de force vis-à-vis de votre employeur pour être augmenté de minimum 4% l'année prochaine. Donc ça, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Alors pour peu, en plus que vous ayez une affection longue durée qui va vous fragiliser, évidemment, ça va être compliqué. Pour les entreprises, bon, bah ça, c'est pareil, hein, suivant votre secteur d'activité, de votre taille, bah, vous serez soit gagnant, soit perdant. Là où il y a un moyen peut-être d'essayer, hein, d'essayer de faire partie des gagnants, eh ben, c'est sur la partie épargne. Là, vous avez la main sur votre épargne. C'est comment placer votre épargne pour que celle-ci vous génère un, un minimum de rentabilité qui puisse battre l'inflation, battre la fiscalité, mais en minimisant les risques. Parce que certains d'entre vous, vous allez me dire, ah bah, c'est simple, il suffit d'investir sur les cryptos. Quand on regarde l'historique, les cryptos, ça fait 20% d'augmentation par an. Ah oui, mais sauf que les cryptos, ça peut perdre 50% de sa valeur en quelques mois. Demain, le Bitcoin, il peut très très bien, là il est à 118, demain le Bitcoin, il peut très bien redescendre à 60, hein. Ça, voilà, je ne mettrai pas ma main à couper sur l'évolution du Bitcoin. Donc là, je vais vous présenter deux solutions qui peuvent vous permettre de battre la fiscalité et l'inflation. Alors, la première solution, ce sont ce qu'on appelle les obligations datées. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Alors, les obligations datées, ce sont des titres de dette qui ont une date d'émission. En fait, une date d'émission, c'est que vous ne pouvez pas investir à n'importe quel moment. Hein, enfin, une obligation datée, c'est un petit peu comme si, en fait, vous vous retrouvez à être le banquier des entreprises qui émettent des obligations. Et ces obligations datées, elles ont une particularité, c'est qu'elles ont une date de maturité. C'est-à-dire qu'à maturité, le fonds, enfin, l'obligation va être vendue, va être clôturée, et vous récupérez le capital. Évidemment, dans ces conditions, les banques, elles ne vont pas forcément faire de la publicité sur ces obligations datées parce que elles préfèrent, elles, prêter aux entreprises et capter une partie de la richesse créée par l'entreprise via les intérêts des dettes remboursées par les entreprises plutôt que faire de la publicité sur les obligations datées. Donc, en fait, une obligation datée, en fait, ça vous permet, vous, de vous positionner comme si vous deveniez le banquier des multinationales du CAC 40 qui font appel à la dette pour s'enrichir. C'est pour ça que les obligations datées, c'est un moyen qui est très puissant. Donc là, j'ai fait voyez, j'ai pris un petit exemple. Donc j'ai pris, vous investissez dans des obligations datées dont le rendement brut de fiscalité, donc net de frais brut de fiscalité de 5% par an. Donc, en fait, donc, en moyenne, donc, en bleu, ça, c'est la valorisation de votre obligation pendant les 5 ans. Donc, on suppose que vous investissez sur une obligation datée de maturité 5 ans. Donc, en bleu, c'est l'évolution moyenne de la valeur de votre obligation. Vous placez 1000 au bout de 5 ans, votre obligation vaudra 1250 euros. Vous aurez gagné 250 euros sur les 1000 euros investis. Mais au cours des 5 ans, l'obligation va augmenter ou diminuer suivant la valeur, l'évolution des taux d'intérêt. Donc, si jamais vous avez un scénario favorable avec des taux qui chutent, des taux qui baissent, vous allez avoir le prix de votre obligation qui va exploser à la hausse. C'est-à-dire en quelques mois, votre obligation va passer de 1000 à 1000, 1300, 1400. Donc, c'est pas rien. Hein. Vous pouvez quand même, à horizon 2 ans, gagner quasiment 30%. Donc, c'est énorme, hein, 30%. Et puis, évidemment, comme c'est une obligation, ben, en fait, le prix va stagner, va évoluer, va même finir par baisser pour converger vers 1250, vers un rendement de 5% par an. À l'inverse, si jamais les taux flambent, vous avez une crise de la dette, les taux flambent, ben votre obligation peut fortement baisser durant les premiers mois après l'émission. Donc là, vous pouvez, par exemple, vous investissez 1000, ben au bout d'un an, vous pouvez très bien vous retrouver à 800. Vous avez quand même perdu 20%. C'est pas rien. Mais même si les taux continuent à augmenter ou se stabilisent, ben en fait, avec l'effet maturité, hein, l'effet de la maturité, puisque vous vous approcherez quand même de la maturité, hein, c'est ce qu'on appelle, ce que les banquiers appellent la transformation, et ben en fait, petit à petit, votre obligation va réaugmenter, va voir son prix augmenter pour converger vers la valeur de 1250 euros. Donc, vous voyez un petit peu, c'est que vous investissez 1000, vous êtes quasiment sûr de récupérer 1250 euros au bout de 5 ans, mais entre aujourd'hui et dans 5 ans, le prix de votre obligation datée va varier en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. Donc, si on regarde un petit peu le récapitulatif au bout de 5 ans, donc le rendement moyen brut, il est de 5% par an. Le rendement moyen net de fiscalité, il est à 3,5% par an. La surperformance par rapport à l'inflation, elle est de 1,5% par an. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. C'est que les obligations datées vous permettent, en prenant, vous voyez, un risque limité,
de surperformer l'inflation et les impôts, donc net de fiscalité, de 1,5% par an. Donc, c'est pas rien. Et on peut même augmenter le rendement en investissant dans ces obligations datées via des enveloppes, parce qu'il y a des enveloppes qui vous permettent d'échapper à l'impôt, notamment certaines enveloppes comme l'assurance vie ou le plan d'épargne retraite, qui vous permettent d'échapper en grande, en grande partie à l'impôt et donc d'augmenter encore votre rendement. Donc, si par exemple, vous avez un rendement brut de fiscalité de 5% par an que vous investissez via le PER ou l'assurance vie et que, en fait, votre fiscalité, elle est quasiment nulle, votre rendement net après fiscalité reste à 5%, et ben vous verrez qu'en réalité, vous allez surperformer l'inflation à hauteur de 3%. Vous allez battre l'inflation de 3%. C'est énorme. Hein. Vous avez une inflation, donc vous investissez 100. Au bout d'un an, l'inflation, elle est à 102, mais vous, votre investissement passe à 105. Donc en fait, vous gagnez 5, l'inflation vous bouffe quand même 2, mais vous gagnez quand même 3% au-dessus de l'inflation. Donc les obligations datées sont des produits hyper puissants. Alors attention, vous voyez, il n'y a pas de miracle, j'ai mis un point d'exclamation. Alors le problème, alors il y a plusieurs problèmes, c'est ne jamais investir l'argent dont vous avez besoin sur le court terme, hein, puisque vous voyez que si jamais c'est de l'argent dont vous avez besoin sur le court terme et que malheureusement les taux augmentent dans les 12 ou 18 mois qui suivent votre investissement et que vous avez besoin de cet argent, bah vous allez malheureusement être obligé de vendre ces obligations de manière anticipée. Et là, vous pouvez vous prendre une perte significative. Vous pouvez vous prendre potentiellement une perte de 15 à 20%. Donc, c'est énorme. Donc, attention, premier conseil, ne jamais investir l'argent dont vous avez besoin à court terme. Deuxième conseil, si vous n'êtes pas à l'aise avec les taux, avec la modélisation des courbes de taux, et ça c'est important, enfin ça nécessite quand même pas mal de travail. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces notions de coupons, de ce qu'on appelle de sensibilité par rapport à la courbe des taux, donc ces notions de cap, de floor, enfin toutes ces notions liées au taux d'intérêt, hein, ce vocabulaire lié au taux d'intérêt, rapprochez-vous d'un conseiller. Hein. Alors, testez quand même si ce conseiller connaît le marché des taux, parce que c'est un marché particulier. Hein. Tous les conseillers en gestion de patrimoine ne, ne sont pas forcément à l'aise avec cette notion de taux d'intérêt d'obligation. Donc, rapprochez-vous d'un conseiller et testez-le. D'autant plus, malheureusement, que les banques et les compagnies d'assurance n'auront aucun intérêt à vous proposer ce type de solution. Pourquoi? Parce qu'une compagnie d'assurance ou une banque, en fait, en investissant vous en tant que particulier sur des obligations datées, c'est-à-dire que vous devenez prêteur d'une entreprise en tant que particulier, ben en fait, vous piquez du business à la banque. Parce que comment une banque s'enrichit? Une banque s'enrichit de deux manières. Première manière de s'enrichir, ben en vous piquant des frais, en prenant des frais sur votre carte bleue, votre chéquier, etc., etc. Et une deuxième manière à la banque de s'enrichir, c'est de elle-même de prêter aux entreprises directement et effectivement de s'enrichir sur le taux d'intérêt qu'elle auquel elle prête aux entreprises, aux particuliers. Donc, si vous, en achetant des obligations d'entreprise, des obligations datées, vous achetez ces obligations-là, mais quelque part, c'est vous piquer des parts de marché à la banque. En général, les banques et les compagnies d'assurance n'auront pas spécialement intérêt à vous conseiller ce type de solution. Voilà. Donc, c'est pour cela que bah, c'est important en fait de vous soit de vous informer, de travailler énormément, de lire des bouquins sur les obligations, sur les taux d'intérêt, sur les calculs de sensibilité, de dérivés partiels du prix d'une obligation par rapport au taux d'intérêt. Donc, c'est quand même des choses assez complexes, hein, de savoir ce que c'est qu'une maturité, une duration, ce que c'est
un rating, une probabilité de défaut. Donc, c'est important, voilà, de passer énormément de temps pour vous cultiver là-dessus et ensuite de sélectionner une banque qui s'en fout quelque part, qui n'est pas enfin, qui ne fait pas de business là-dessus. Voilà. Donc, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec tout ça, bah, essayez de vous rapprocher d'un conseiller en investissement, indépendant évidemment du système bancaire, qui pourra vous aiguiller sur le type d'obligation dans lequel vous pouvez investir et le type d'enveloppe, parce qu'il faut aussi choisir l'enveloppe. Est-ce que vous allez acheter une obligation datée en dur, vraiment en ce qu'on appelle en cash, enfin en brut? Est-ce que vous allez acheter des fonds obligataires datés via un compte titre ou via d'autres supports comme l'assurance vie ou le PER? Et ça, il n'y a pas de solution miracle. Ça dépend de votre situation patrimoniale et de vos objectifs. Donc c'est pour ça que c'est important que vous fassiez ce travail-là, soit tout seul, si vous êtes capé, si vous aimez, soit en étant accompagné d'un conseiller indépendant. Donc voilà un petit peu pour la première solution. Donc les obligations datées qui, comme vous le voyez, sur du moyen terme, hein, sur 4-5 ans, vous permettront de battre l'inflation et de battre la fiscalité. Deuxième solution, ce sont les produits structurés sur les actions. Alors, un produit, alors qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Alors, un produit structuré action, par définition, c'est un produit complexe, donc c'est pas un produit simple, et par les meilleurs traders des plus grandes banques. En général, les produits structurés, c'est pas votre conseiller du coin qui va les créer. En général, pour créer ce type de produit, alors moi j'ai travaillé hein, en salle de marché, donc j'ai contribué à la création de mes propres mains de ce type de produit. Et pour faire ce type de produit, bah, il faut être ingénieur. Souvent, ce sont des ingénieurs qui sont issus de grosses écoles d'ingénieurs, hein, donc Centrale, l'ENSAE, les mines, Polytechnique. Donc voilà, c'est pas des rigolos, hein, les gens qui créent ces produits-là. Donc ce sont des produits complexes. Souvent, ce sont des produits accessibles à des épargnants qui ont minimum 500 000 euros à mettre là-dedans. En général, ces produits structurés, les banques ne vont pas les proposer à des particuliers qui ont 500 euros ou 1000 euros ou 2000 euros à mettre. Hein. Souvent, malheureusement, ces produits vont être proposés à des family office, à des grandes fortunes. Un produit structuré action, par exemple, va se composer d'un achat d'un call sur action situé au niveau de la valeur actuelle, donc ce qu'on appelle un call dont le strike est au prix d'exercice. Donc, excusez-moi pour ce vocabulaire, mais c'est le vocabulaire utilisé pour ce type de produit. Donc, c'est un achat d'un call sur action avec un strike à la monnaie. Et la vente d'un call toujours sur action situé à un strike à 10% au-dessus de la valeur actuelle. Donc, c'est ce qu'on appelle la vente d'un call dont le strike est situé en dehors de la monnaie. Vous voyez, c'est des notions assez compliquées. Et enfin, donc c'est ce qui vous permet de bloquer, d'avoir une performance de 10%. Et enfin, ce qui permet de protéger le capital euh, si jamais les marchés perdent 10, 20, 30 jusqu'à 50%, eh ben, il y a une vente d'un put sur les actions situé à 50% en dessous de la valeur actuelle. Donc, ce qu'on appelle la vente d'un put situé à 50% dans la monnaie. Voilà. Donc, excusez-moi pour ce vocabulaire un peu barbare et tout ça. Bon, c'est le vocabulaire qu'utilisent les traders. Donc, ces produits permettent de gagner de l'argent à peu près à raison de 10% par an si les marchés actions augmentent. Ça, c'est intéressant. Donc, si les marchés actions montent, vous gagnerez à peu près 10% par an. Et le gros avantage de ce type de produit, c'est que si jamais les marchés devaient yoyoter ou devaient baisser, ben en fait, ces produits vous permettent de ne pas perdre d'argent
tant que les marchés actions ne perdent pas plus de 50% de leur valeur. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des produits qui permettent de capturer les hausses futures des marchés actions. Alors évidemment, cette hausse, elle est capée à 10%. Donc si vous avez un marché action qui augmente de 20% par an, bah, pas de peau, vous ne gagnerez que 10% par an. Par contre, l'avantage, c'est que si jamais vous avez un marché action qui corrige même bien, mais qui ne perd pas plus de 50% sur 10 ans, eh ben, votre produit structuré va vous protéger, va vous éviter de perdre en capital. Donc, en fait, voilà, donc, effectivement, donc ce type de produit permet de battre les indices actions tant que ces derniers n'enregistrent pas de performance annuelle supérieure à 10% par an, ce qui apparaît peu probable, car les indices se situent quand même à moins de 10% de leur record historique. Donc en fait, pour que ces produits sous-performent les marchés actions, en fait, il faudrait que ces marchés actions battent leur record historique de 10% tous les ans. En fait, il faudrait que les marchés actions, non seulement enregistrent de nouveaux all-time high tous les ans, mais il faudrait que les marchés historiques font des all-time high qui sont à chaque fois 10% supérieurs au all-time high de l'année précédente. C'est quand même, euh, c'est quand même costaud. Donc, à moins d'avoir ce cas précis, votre produit structuré va battre à de grandes chances, en fait, de faire mieux que les marchés actions. Mais surtout, en cas de retournement à la baisse des marchés actions, le produit permet de protéger le capital tant que la chute des marchés n'excède pas 50%, donc tant que les marchés ne sont pas divisés par deux, sur 10 ans. Autrement dit, c'est un cas très rare. Moi, en fait, le seul cas qu'on a vu, c'était lors de la crise de 1929. Crise de 1929, le Dow Jones passe de 400 points à 40 points, donc 90% de perte au bout de 3 ans, et même au bout de 10 ans, hein, au bout de 10 ans, il y a l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, au bout de 12 ans, le Dow Jones remonte à 180 points. Effectivement, le Dow Jones passe de 400 à 180. En 12 ans, le Dow Jones a perdu à peu près 55% de sa valeur. Donc là, effectivement, le produit structuré n'aurait pas pu vous protéger sur une crise comme celle-là. Mais vous prenez toutes les autres crises, même la crise de 2007-2008, hein, faites l'exercice. Le CAC 40, en 2007, valait 6200 points. En 2020, le CAC 40 valait 6000 points, à peu près. Donc, votre CAC 40 n'ayant pas perdu plus de 50% sur 10 ans, même s'il a perdu 60% au bout de 2 ans, donc après la crise de 2008, mais sur 10 ans, la perte au bout de 10 ans, elle n'était que, entre guillemets, de 10%. Ben, votre produit structuré, lui, il n'a perdu que dalle. Il a perdu zéro. Voilà. Donc, les conseils, attention, là encore, ne jamais investir l'argent dont vous avez besoin sur le court terme, donc vous l'aurez deviné, hein. Le risque, c'est de se retrouver bloqué dans ce produit avec un blocage qui peut aller jusqu'à 10 ans. Le risque aussi, c'est de sortir avec une moins-value en cas de rachat anticipé. Si vous décidez malgré tout de sortir du produit avant l'expiration, bah, vous risquez de sortir en moins-value. Le risque aussi, c'est de se prendre l'intégralité de la baisse des marchés si celle-ci dépasse 50%. Et enfin, dernier conseil, voilà, hein, si je vous parle de call, de put, de strike, en dehors de la monnaie, à la monnaie, de prix d'exercice, enfin, si vous n'êtes pas familier avec ce vocabulaire, n'investissez pas tout seul dans ce type de produit. Très clairement. Voilà, si tout ce que je vous dis là, le strike, le spot, le prix d'exercice, si c'est du chinois, là, pour le coup, passez obligatoirement par un conseiller avant d'investir. Parce que c'est quand même des produits compliqués, c'est des produits qui ont des fonctionnements complexes, et malheureusement, si vous allez directement voir votre banque pour souscrire à ce type de produit, bah, vous serez incapable en fait de comprendre
le fonctionnement de ce produit. Le banquier va vous proposer le premier produit qu'il a en tête, mais il va pas forcément vous expliquer en détail le fonctionnement de ce produit, c'est surtout si c'est adapté à votre profil. Voilà. Donc, si vous êtes à l'aise, si vous maîtrisez ce type de produit, bah, allez-y, hein, faites vos courses. Mais si vous n'avez pas été trader, structureur sur les marchés, moi, je vous conseille vraiment de passer par un expert là-dessus. Hein, enfin, pour faire une métaphore, c'est un peu comme si, je sais pas, vous avez une énorme maison, que vous n'êtes pas maçon, que vous n'êtes pas, et que vous décidez vous-même de faire le ravalement de façade de votre maison. Voilà. C'est faire un ravalement de façade, c'est pas un petit coup de peinture qu'on passe dans une chambre. Ravalement de façade, enfin, il faut prendre des échelles, il faut prendre, euh, mettre, comment on appelle ça, des échafauds, il faut se sécuriser, il faut prendre les bonnes peintures, les bons ciments pour colmater les fissures qu'il y a sur le mur. Vous savez bien que c'est pas enfin, quelqu'un qui n'est pas professionnel, il va pas faire ça. Vaut mieux qu'il fasse appel à un maçon, enfin un expert du ravalement de façade. Bah là, c'est pareil. Un investissement dans un produit structuré, c'est pas un investissement qui se fait à la légère. Et là encore, le problème, c'est que votre banquier, alors très peu de banques proposent ce type de produit aux particuliers, donc ça c'est compliqué, donc c'est balèze, quoi. C'est pas du tout évident. Donc là, je vous ai fait un petit, alors sur ce type de produit, là je vous ai fait un peu un exemple de ce que ça donnerait sur le CAC 40. Donc là, si vous avez un niveau de CAC 40 à 8000 points, donc on est à peu près à 7008, 7009 aujourd'hui, donc on va dire 8000, bah en fait, on projette le CAC dans le futur. Donc là, on est un peu à 8000 points. Donc si jamais le CAC 40 dans le futur, bah, il augmente, hein, donc il se retrouve à 8000, 9000, 10000, donc il augmente, il se met à battre des records tous les ans. Bah en fait, votre capital, ce produit structuré, va croître à raison de 10% par an, à condition, donc là encore, c'est un nouveau vocabulaire qui n'est pas évident à connaître, à condition de rôler vos positions. Donc, de rôler les produits structurés d'une année sur l'autre. Donc, le mot roll, là encore, hein, pareil, si vous n'êtes pas familier avec le fait de rôler, hein, le mot rôler les positions d'une année sur l'autre, là encore, rapprochez-vous d'un conseiller. Ce sont quand même des termes assez complexes. Voilà. Donc, si vous avez un marché qui se met à augmenter, un CAC 40 qui se met à battre les 8000 points sur du long terme, et ben votre produit structuré, il va augmenter de 10% par an. Si vous avez un marché vous savez pas trop où le marché va, il va à 7000, il descend à 7000, il remonte à 8000, il descend à 6000, etc. Et ben en fait, ce produit structuré, et ben en fait, vous allez rien perdre. C'est que tant que votre CAC 40 n'enfonce pas le seuil des 4000 points, on est loin, hein, des 4000 points, on est à 8000 quasiment. Donc, tant que le CAC 40 n'enfonce pas les 8000 points et que vous n'êtes pas obligé de racheter ce produit par anticipation, eh ben, votre produit va vous protéger de toutes les crises boursières qui peuvent survenir dans les prochaines années. Et donc là, effectivement, la zone rouge, si votre CAC 40 finit sur du long terme, sur 10-12 ans, par descendre en dessous des 4000 points, donc il perd plus de 50% de sa valeur, là, effectivement, votre produit ne protège plus et vous prenez l'intégralité de l'effondrement du CAC 40 sur 10-12 ans. Voilà. À part ce cas où le CAC 40 s'effondre de 10, de 50 ou 60% sur 10-12 ans, donc, mis à part ce cas-là, en fait, votre produit, soit il va rien se passer. Donc, vous gagnerez pas d'argent, mais vous ne perdrez pas d'argent si vous êtes entre 4000 et 8000 points. Et si jamais, heureuse surprise, Monsieur Bayrou annonce des cadeaux fiscaux aux entreprises, que Monsieur Arnaud trouve des solutions magiques pour accroître son business, bah, le produit structuré vous permettra de d'augmenter votre investissement à hauteur de 10% par an. 10% par an. Donc, si on enlève la fiscalité, donc si on enlève l'IFU, donc une fiscalité de 30%, donc ça fait 7% par an net de frais, net de fiscalité.
Mais 7% par rapport à une inflation de 2%, vous battez largement l'inflation. Et si vous passez par des enveloppes fiscales qui vous permettent de ne pas payer ou payer très peu d'impôts sur ce type de produit, notamment l'assurance vie à architecture ouverte, le contrat de capi ou le plan d'épargne retraite, ben en fait, sur les 10% que vous allez gagner sur ce produit structuré, en fait, vous gagnerez 9% net de frais, net de fiscalité. 9%, vous avez une plus-value par rapport à l'inflation de 7%. Donc là, vous pouvez vraiment vous enrichir. D'ailleurs, c'est pas un hasard si moi, quand j'étais conseiller en gestion de fortune dans un grand groupe bancaire, bah, je proposais beaucoup ce type de produit aux grandes fortunes. Donc, à des gens bah, comme Monsieur Arnaud, Monsieur Pinault, Monsieur Bettencourt, tout ça, qui justement utilisent l'argent dont ils n'ont pas besoin pour investir sur ce type de produit et pour battre très largement l'inflation nette de fiscalité sur le long terme. Voilà. Donc là, je vous ai fait des exemples hein, d'évolution du CAC 40 et du produit structuré. Donc, vous voyez, dans une grande partie des cas, hein, votre produit structuré va battre le CAC 40. Donc, vous voyez, vous avez certains cas très rares où le marché, le CAC 40 s'effondre. Donc, votre produit structuré, en fait, aura la même performance que le CAC 40. Vous avez des cas où votre produit, votre CAC 40, il fait du yo-yo, il monte, il descend, il monte fort, puis il redescend. Donc là, votre produit structuré va battre le CAC 40, hein, vous voyez la ligne orange. Et puis vous avez un cas assez rare, vous partez de 8000 points, au bout de 10 ans, votre CAC 40 termine à 24 000 points, donc le CAC 40 augmente de 20% tous les ans. Et là, oui, effectivement, donc votre produit structuré va va capter une partie de la hausse des marchés, donc 10% par an, c'est pas rien, mais évidemment, il ne va pas pouvoir capturer l'intégralité de la hausse du CAC 40. Donc voilà un petit peu, c'est des exemples d'évolution du prix du produit structuré, de la valorisation du produit structuré en fonction de l'évolution du CAC 40. Donc voilà un petit peu. Donc si vous n'avez voilà, donc si vous êtes intéressé par ce type de produit, hein, les obligations datées et les produits structurés, deux cas. Premier cas, vous êtes expert, vous connaissez très très bien ce type de produit, vous connaissez un petit peu les banques dans lesquelles vous pouvez ouvrir des comptes et investir dedans. Bah allez-y. Par contre, attention, enfin, ne venez pas ensuite vous plaindre si si vous prenez des paumes. Hein. Je répète, je m'excuse, je répète, ce produit, ce type de produit s'adresse à des experts. Là, on ne parle pas d'acheter un ETF CAC 40, bon, voilà, un ETF, bon, finalement, vous n'y connaissez pas grand-chose, vous faites du DCA, et puis voilà. Là, on parle quand même de produits compliqués et des produits que ne proposent pas forcément toutes les banques et toutes les compagnies d'assurance. Donc, voilà. Donc, prenez bien soin de travailler. Voilà. Donc, achetez, il y a un livre qui est intéressant qui s'appelle Hull, donc un livre de 600 pages qui s'appelle Hull, options, produits, futures options et autres produits dérivés, le Hull, 600 pages, donc avec pas mal de formules mathématiques, des exercices de calcul assez poussés. Si vraiment vous ne voulez pas faire appel à un conseiller et tout, bah, achetez ce livre et bossez. Pas le choix, il faut bosser. Sinon, bah, rapprochez-vous d'un conseiller en investissement pour qu'il vous explique un petit peu comment marche ce type de produit et pour qu'il vous explique si c'est bien, si ça correspond bien à votre situation patrimoniale. Parce qu'il faut aussi que ça vous corresponde. Je prends un exemple tout bête. Vous avez 85 ans, vous allez aller en maison de retraite. Pas sûr que ce type de produit s'adresse à vous. Vous êtes chômeur, vous savez que dans 6 mois, un an, vous allez arriver en fin de droit. Je suis pas sûr que ce type de produit s'adresse à vous aussi. Voilà. Je vous donne deux exemples vraiment simples. Hein. Voilà, voilà. Mais voilà, donc deux cas. Donc ce type de produit, clairement, peut intéresser, peut s'adresser à quasiment 80-90% des gens. Mais si vous voulez le faire vous-même, travaillez. Il n'y a pas le choix. Il faut bosser. C'est un peu comme si vous voulez faire vous-même un ravalement de façade.
voilà, faut prendre des cours de maçonnerie, enfin, vous pouvez pas y aller prendre une échelle et puis monter sans sécurité, sans échafaud, sans rien. Ou passer par un conseiller agréé AMF. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie de cette vidéo. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Malheureusement, je vais vous casser un petit peu le moral. Le pire, en réalité, ne fait que commencer. Pour moi, en France en tout cas, on est loin d'avoir vu le pire. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. En fait, le plan d'économie annoncé par François Bayrou est très loin de résoudre le problème des finances publiques en France. C'est un peu ce que disait Charles Sana dans sa vidéo de dimanche, que je vous encourage à regarder. Le plan de François Bayrou est suffisamment violent pour éviter la faillite de la France sur le court terme. D'ailleurs, vous voyez que les taux français ne s'envolent pas. Malheureusement, le plan de François Bayrou est insuffisant pour régler les problèmes de la France. Et ce plan Bayrou, malheureusement, là, je vous fais pas, je vous fais un scoop, il ne sera que le premier d'une longue série de plans d'austérité, de, de plans de rigueur, appelez-le comme vous voulez. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer, il y a un pays qui a de l'avance sur nous, c'est la Grèce. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé en Grèce. Et là, vous allez comprendre un petit peu sur ce qui attend la France dans le futur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce? Il y a eu d'abord des mesures de décentralisation. Il y a eu la réforme territoriale, fusion de communes, redéfinition des échelons. Donc ça, on a supprimé des fonctionnaires territoriaux, des mesures de privatisation et de libéralisation. Donc ça, qu'a fait la Grèce? La Grèce a libéralisé des pans entiers de l'économie. Donc qui dit libéraliser des pans entiers de l'économie dit changement de statut des fonctionnaires. Des mesures d'économie directe, baisse du nombre de fonctionnaires et des salaires des fonctionnaires. Passage à 67 ans pour une retraite complète. Réduction des dépenses dans la défense et dans la santé. Donc là, nous, on va augmenter nos dépenses dans la défense. Donc je vous laisse imaginer, si en plus, nous, on augmente les dépenses dans la défense, les coupes budgétaires qu'il va falloir faire dans les autres secteurs pour être iso-budget. Et enfin, les mesures monétaires avec des mesures de stabilité monétaire au niveau de la zone euro. Conséquence plus monétaire, le salaire des fonctionnaires a considérablement baissé jusqu'à 30%. Les salaires des fonctionnaires en valeur nominale. Donc les fonctionnaires ont dû resigner des contrats, ils ont dû resigner des avenants qui stipulent que leur salaire sera ajusté à la baisse jusqu'à 30%. Donc c'est énorme. Et c'est accompagné d'une augmentation de leur temps de travail de 37 heures et demie, 40 heures par semaine. Je vous laisse imaginer en France, nous qui partons de 35 heures par semaine, si on devait aller jusqu'à 40 heures par semaine, je vous laisse imaginer l'hémorragie qu'il va y avoir sur le nombre de congés. Imaginez, vous êtes fonctionnaire, vous avez vos 5 semaines de congés payés, vos RTT, plus d'autres avantages, ben, vous êtes fonctionnaire, on vous sucre tous vos RTT et pour passer à 40 heures, parce qu'en vous sucrant vos RTT, en fait, vous passez juste de 35 heures à 37 heures et demie. Mais pour passer à 40 heures comme en Grèce, en fait, ça revient à vous sucrer quasiment 2 semaines de congé dans l'année. En fait, vous vous retrouvez, en fait, vous êtes fonctionnaire, vous passez de 35 heures à 37 heures, on vous supprime vos RTT et vous n'aurez plus que 3 semaines de vacances par an, tout inclus. Et en plus, vous verrez votre salaire baisser de 20 à 30%. Donc c'est ça un peu ce qui nous attend. Voilà. Donc ça, je ne rigole pas. C'est alors la question qui se pose, c'est à quel rythme
on va tendre vers ce qui s'est passé en Grèce. Est-ce que ça va se faire en 6 mois ou est-ce que ça va se faire à coup de petits plans? D'ailleurs, vous le voyez, hein, l'âge de départ à la retraite qui progresse, hein. Maintenant, en Grèce, on va quasiment arriver à 69 ans d'âge de départ à la retraite. Et aujourd'hui, 4 Grecs sur 10, 40% des Grecs vivent sous le seuil de pauvreté qui est à 500 euros par mois en Grèce. En France, pour rappel, il y a à peu près peut-être 12%, 10% de la population française qui est sous le seuil de pauvreté. Bah, vous voyez un peu ce qui nous attend. C'est-à-dire que pour passer de la France d'aujourd'hui à une France qui aurait pris, qui aurait subi de vraies mesures d'austérité, et ben en fait, on aura un, un pourcentage de pauvres qui sera multiplié par 4 à horizon quelques mois, peut-être quelques années. Donc, je vous laisse imaginer ce qui nous attend. On va avoir une véritable saignée en France. Sauf qu'effectivement, ça ne sera pas spectaculaire. C'est pas, on va pas se réveiller du jour au lendemain, tiens, il y a 40% de pauvres en France. Voilà. On va pas passer de 10% à 40% de pauvres en France du jour au lendemain. Ça va se faire à coup de petites réformes, de petites mesures. Voilà, on dérembourse tel médicament, on gèle telle allocation, on gèle tel barème d'évolution des salaires des fonctionnaires, on supprime un jour férié par-ci, on augmente l'âge de départ à la retraite par-là, on laisse filer un petit peu l'inflation parce qu'il y a une crise en Ukraine ou dans les pays baltes ou je sais pas quoi. Voilà. Donc en fait, c'est ça qui va se passer. Et donc en réalité, un effondrement n'est pas comme l'imagine la croyance populaire, un changement de paradigme soudain. On se lève le matin et puis tout d'un coup, il n'y a plus d'essence, plus d'eau, plus de nourriture, plus d'électricité. En réalité, un effondrement, c'est quelque chose qui se fait sur des décennies, voire même des siècles. Regardez l'Empire romain. L'Empire romain, il s'est effondré officiellement en l'an 476 après Jésus-Christ. C'est pas qu'en 475, tout allait très bien, c'était génial, c'était super, c'est la Rome telle qu'on le voit dans les films. Tout d'un coup, en 476, il y avait les barbares qui brûlaient tout, qui cassaient tout. Non. En réalité, l'Empire romain a mis 2 siècles avant de s'effondrer. Il y a eu 2 siècles d'effondrement, hyperinflation, crise économique, baisse des salaires, euh, euh, hausse des impôts, baisse de la sécurité au sein de l'Empire, invasion barbare, immigration incontrôlée au sein même de l'Empire romain, etc., etc. C'est comme ça que l'Empire romain s'est effondré, et c'est un petit peu ce qui nous attend. Et en réalité, l'effondrement en France, en fait, il va se manifester par une baisse lente, mais inexorable de notre niveau de vie, une dégradation très lente, à peine perceptible de la qualité de nos services publics. Un hôpital qui ferme, une maternité qui ferme aussi, une classe de primaire, de collège, de lycée qui est supprimée, voire même un nombre de classes qui n'est pas supprimé, mais on n'augmente pas le nombre de classes avec la hausse du nombre d'élèves. Du coup, on se retrouve avec des classes de 35, 40 élèves. Une route qui n'est plus entretenue, hein. Regardez un petit peu, hein, les nids de poules sur les routes. Un quartier qu'il faut éviter, d'abord à certaines heures de la journée, puis le soir, puis le matin très tôt, puis finalement un quartier qu'il faut éviter bah, pour ne pas repartir avec un doigt en moins. Un parc communal qui, au lieu d'être tondu 3 fois par an, il ne sera tondu que 4 fois par an, ou enfin, qui ne sera tondu que 3 fois au lieu de 4 fois par an, puis il ne sera plus tondu que 2 fois par an. Là encore, on dira que c'est pour l'écologie, pour les oiseaux, pour les insectes, etc. Donc on va progressivement laisser les parcs non entretenus. L'éclairage de ville, il va passer au lieu que la ville soit éclairée de 20 heures à minuit, bah, votre ville, elle sera plus éclairée que de 21 heures à 23 heures. On va baisser, voilà. En fait, c'est comme ça que l'effondrement va se matérialiser. C'est pas d'un jour au lendemain, vous vous réveillez, vous n'avez plus d'eau. C'est petit à petit, votre, vos services publics vont se dégrader lentement, mais sûrement. Là, je vous donne un exemple concret.
Donc, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis ingénieur de formation. J'ai regardé le salaire à la sortie de mon école, hein. Donc, voilà, en tant qu'ancien de mon école, je me suis renseigné sur le salaire à la sortie de mon école. Donc, le salaire moyen en 2025 pour les personnes qui sont diplômées de mon école d'ingénieur, c'est 40 000 euros. 40 000 euros. Le salaire, moi, que j'ai eu en sortie de mon école, qui correspondait au salaire moyen de mon école à l'époque, c'était 30 500 euros bruts par an en 2002. Vous allez me dire, waouh, putain, les salaires, ils ont vachement augmenté, les salaires des ingénieurs. On est passé de 30 500 euros en 2002, 40 000 euros bruts en 2025. Eh oui, sauf que l'inflation cumulée entre 2002 et 2025. Donc là, je vous renvoie, hein, vous pouvez aller tester France Inflation. Je vous ai mis le lien ici en copie d'écran et vous pouvez comparer. Voilà, pouvez-vous comparer un petit peu votre salaire aujourd'hui avec le salaire des diplômés qui ont fait la même formation que vous aujourd'hui, des jeunes diplômés. Et ce site va vous donner, très officiel, hein, France Inflation, va vous donner en fait la valeur des salaires des jeunes diplômés actualisée de l'inflation, convertie donc en euros de 2002, 2003, 2005, 2010, etc. Et donc, en réalité, un ingénieur qui sortirait de mon école aujourd'hui, en réalité, en euros de 2002, donc on- si je convertis, si j'actualise par rapport à l'inflation de 2002 à aujourd'hui, ça revient à dire que un ingénieur qui gagne 40 000 euros aujourd'hui, ça revient à dire qu'en 2002, il ne gagnerait, il ne gagnerait, en fait, en euros de 2002, il ne gagnerait que 27 383 euros. En réalité, le salaire réel net des ingénieurs aujourd'hui, en réalité, il a perdu, si on intègre l'inflation, il a perdu 10% entre 2002 et 2025, si on intègre l'inflation. Donc le pouvoir d'achat des jeunes ingénieurs aujourd'hui, il est de 10% plus bas de ce qu'il était en 2002. Et encore, et encore, je n'intègre pas la hausse des charges sociales, je n'intègre pas la hausse de la fiscalité hein, avec le gel du barème sur les revenus, et je n'intègre pas l'inflation réelle. Que là, c'est l'inflation officielle d'après l'INSEE, mais je n'intègre pas l'inflation réelle, le coût de la vie, hein, les prix de l'immobilier. Moi, à mon époque, en 2002, le prix de l'immobilier à Paris, on était à 4 900 euros le mètre carré. Parce qu'on était quasiment, on était encore en francs, on venait à peine de passer à l'euro, on était encore en francs, on était à 4 900, on était à peine à 5 000 euros le mètre carré à Paris en 2002. Aujourd'hui, on est quasiment à 10 000 euros le mètre. Le prix de l'immobilier a doublé. Donc, si on intègre l'inflation réelle, donc voilà, qui ne prend pas en compte uniquement le prix des PC, etc. En réalité, un ingénieur aujourd'hui a perdu bien plus que 10% de son pouvoir d'achat. Si on intègre l'inflation réelle, l'inflation immobilière et la hausse de la fiscalité, parce que là je parle de salaire brut, mais si les impôts ont augmenté, bah, le salaire net après prélèvement à la source baisse. En réalité, le pouvoir d'achat des ingénieurs, il a perdu bien plus que 10% entre l'année où j'étais diplômé, moi, et aujourd'hui. Et encore, moi, j'étais diplômé 30 500 euros après, en 2002, après la crise Internet, les attentats du 11 septembre, le scandale Enron et la guerre du Golfe, la guerre en Irak. Donc, il y a eu des crises hein, à l'époque. Mais malgré tout, malgré ces crises, ben, en réalité, aujourd'hui, le pouvoir d'achat des jeunes ingénieurs a déjà perdu plus de 10% par rapport à il y a 23, 25 ans. Deuxième exemple concret, c'est tout notre modèle. Alors là, je vous laisse aller voir sur des articles, un BFM Business, hein, vous voyez, c'est des médias officiels. Hein. Tout notre modèle social est en train de s'effondrer. Pour la première fois depuis 1945, les décès sont en train de dépasser le nombre de naissances. On a plus de morts que de naissances en France. On n'a jamais vu ça
depuis 45. Durant effectivement les guerres mondiales, on avait plus de décès que de naissances à cause des guerres, mais en temps de paix, c'est la première fois qu'on voit ça depuis la Deuxième Guerre mondiale, où les décès passent au-dessus du nombre de naissances. Et ça va engendrer en réalité une baisse structurelle de la croissance économique. Parce que si vous avez une population qui diminue, en réalité, votre croissance la croissance est la richesse produite par un ensemble d'individus qui composent le pays. Donc, votre croissance, il n'y a pas de miracle, elle va diminuer. Elle va diminuer. Donc ça c'est un autre signe d'effondrement. Et si on fait un petit peu d'histoire, l'Empire romain s'est effondré aussi suite à la baisse de la natalité. On a eu une baisse de la démographie au sein de l'Empire romain. Et pour remédier à ça, l'Empire romain a dû faire appel massivement à l'immigration. Ce ne sont pas les barbares qui ont envahi Rome comme ça, qui sont rentrés dans Rome et qui ont envahi Rome. Dans un premier temps, ce sont les Romains, l'Empire romain, qui a fait appel, qui a demandé aux immigrés de venir s'installer au sein de l'Empire romain pour créer de la richesse. Parce que les Romains avaient de moins en moins d'enfants à cause de crises économiques, inflation, etc., etc. Les épidémies faisaient le reste et augmentaient la mortalité. Et donc, les Romains avaient besoin de main-d'œuvre extérieure. C'est comme ça qu'à la fin, vous avez des immigrés qui ne s'identifiaient même plus, qui vivaient dans l'Empire romain, mais qui ne s'identifiaient même plus à l'Empire romain, dont les Francs, dont les Francs, euh, qui pourtant, Clovis, euh, Clovis honorait, dépendait de l'empereur romain. Officiellement, Clovis était un sujet de l'empereur romain. Mais les Francs, donc les barbares, hein, les Francs qui dépendaient de Clovis, qui étaient originaires de Belgique, sont petit à petit descendus en Gaule. Les Francs, eux, ne se sentaient pas romains, loin s'en faut. Donc c'est petit à petit comme ça que l'Empire romain s'est délité. C'est pas délité en une bataille décisive, ce qui a fait effondrer l'Empire romain. L'Empire romain s'est effondré sur deux à trois siècles. Et en fait, notre France, en tout cas, elle est en train petit à petit de s'effondrer, mais c'est un effondrement qui est lent. Voilà, c'est un effondrement lent. Vous voyez, la baisse du pouvoir d'achat, des salaires des ingénieurs. On ne parle pas des métiers sous-qualifiés. On parle des métiers très techniques. Enfin, être ingénieur aujourd'hui, c'est quand même, ça fait partie des écoles. Moi, mon école, bon, elle fait quand même partie du premier quart des écoles d'ingénieurs. C'est quand même une école, bon, pour y entrer, il a quand même fallu passer, pour moi, que je fallait passer les épreuves du concours central Supélec. Les enfin à mon époque, vous avez trois grands concours. Vous avez l'école polytechnique, vous avez les écoles centrales, vous avez les écoles des mines. Vous avez les trois grosses, un gros groupe d'écoles. Mon école appartenait au groupe central, concours central Supélec. C'est pas une petite école. Aujourd'hui, elle a changé, elle est dans le concours mine. Ça reste une bonne école, mais aujourd'hui, les salariés en sortie d'école perdent 10% de pouvoir d'achat par rapport à il y a 23 ans. Et on voit aussi, regardez, les décès qui passent au-dessus des naissances et on sent que ça va être structurel. C'est pas un pic. Et même en 2003, on a eu beaucoup de décès suite à la canicule, hein. On a eu 15 000 morts. Ça n'a pas suffi au décès de passer au-dessus des naissances. Pareil en 2020 où il y a eu le Covid, la crise de Covid, qui a tué 100 000 personnes en France, ça n'a pas fait en sorte que les décès passent au-dessus des naissances. Donc ça, c'est aussi un phénomène structurel. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, une vidéo assez longue, mais qui, j'espère, va vous apprendre pas mal de choses sur notre situation. Donc l'idée, c'était pas juste de d'énumérer le plan de Bayrou, ça, il suffit juste d'aller sur Internet et vous le voyez. Mais l'idée, en fait, c'est de vous montrer que on vit une crise qui est assez compliquée, qui est beaucoup plus structurelle qu'on le voit, qu'on le pense que on va tous, moins compris, on va tous connaître une baisse massive de notre pouvoir d'achat. Je vous dis, à part l'État qui va pouvoir peut-être s'en sortir grâce à l'inflation,
certaines grandes entreprises du CAC 40 qui vont pouvoir profiter des largesses de l'État, du business à l'étranger pour faire de l'argent. Certains salariés très très bons, brillants, qui vont pouvoir négocier de grosses augmentations de salaire. Certains entrepreneurs qui ont des super idées qui vont faire fortune. Certains investisseurs, c'est là où voilà, je peux vous aider en, en vous donnant des idées. On peut en parler en one-to-one pour celles et ceux que ça intéresse. Certaines stratégies d'investissement qui peuvent permettre de limiter la casse, hein. Je ne dis pas que vous allez être multimillionnaire, mais de limiter la casse. Donc, à part certaines exceptions, la majorité d'entre nous, parce que je m'inclus dedans, la majorité d'entre nous, on va connaître du sang et des larmes. Ça va être vraiment très très dur, mais ça ne va pas être spectaculaire. Je ne vais pas vous dire, on est en juillet 2025, en août, ça va s'effondrer, ça va être Mad Max. Non, ça va être voilà, une érosion qui va être lente, qui va être progressive, voilà, qui va être très très lente, mais qui malheureusement, à moins d'avoir quelqu'un comme un Milei qui arrive et qui pète tout, on dit, là, effectivement, ça peut partir très, très vite, ça peut repartir à la hausse très, très vite. Mais sinon, si on n'a pas un Milei qui vient et qui casse tout, on va connaître évidemment des années, des mois, des années et des années et des années de d'austérité et de baisse du pouvoir d'achat, comme on a pu le voir en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie. En Italie, la retraite va être passée à 70 ans. Le premier pays d'Europe qui va voir sa retraite passer 70 ans, un cap symbolique. Voilà. Donc voilà, attendez-vous à des années, des mois, des années très très difficiles. Donc voilà, voilà, j'aurais voulu vous apporter de meilleures nouvelles, vous dire tout va aller mieux que bien, mais ça va être compliqué. Néanmoins, voilà, on peut ralentir la baisse via des stratégies de carrière, via de la formation, via des stratégies d'investissement, alors soit via un conseiller, moi je peux vous donner mon avis en one-to-one, via des conseillers, soit via de la formation pointue, donc je dis pas voir deux, trois vidéos YouTube, via de la formation pointue pour vous former sur les fonds datés, les produits dérivés, les produits structurés, ce que c'est que les calls, les puts, voilà. Donc vous formez ou vous vous rapprochez d'un conseiller. Donc il existe des moyens pour freiner en tout cas freiner votre baisse de pouvoir d'achat pour battre l'inflation. Ce ne serait pas multimillionnaire, mais au moins pour battre l'inflation. Il existe des moyens, mais ça va être difficile. Alors ça, je ne vous apprends rien. Ça va être difficile pour tout le monde, moi inclus, hein. Vous voyez, voilà, je suis pas sur une île avec les cocotiers, je suis multimillionnaire, regardez et tout. Non, ça va être difficile. Je suis aussi moi-même en train de sensibiliser mes enfants que ça va être très compliqué aussi pour eux, qu'il va vraiment falloir qu'il se bouge le derrière, qu'il bosse, enfin, voilà, soit qu'il soit expert dans un métier manuel, j'ai aucun problème, au contraire, faire un métier manuel, mais qu'il soit très bon, soit qu'il soit brillant à l'école, mais voilà, si vous avez des enfants, enfin, on peut plus se permettre aujourd'hui, voilà, on est moyen, on fait des études, on a son bac avec 10 de moyenne, 10, 11 de moyenne, c'est un bac plus 5 en je sais pas quoi. Non, non, ça va être compliqué. Il faut être le meilleur dans son domaine. Ça c'est voilà, c'est pas facile. Même aujourd'hui, même mes enfants, voilà, ils me prennent pas très au sérieux quand je dis ça, mais soyez, en fait, soyez le meilleur ou la meilleure dans votre domaine. Et dans tous les domaines où voilà, vous n'êtes pas à l'aise, et ça existe, hein, moi, je suis pas à l'aise dans les métiers manuels, entourez-vous de gens brillants. Comme ça, vous passez votre temps, vous mobilisez votre temps sur les domaines où vous êtes brillant pour gagner de l'argent. Et pour les domaines où vous n'êtes pas à l'aise, les travaux, l'investissement, il n'y a pas de honte à ne pas être à l'aise dans les investissements, faites appel à des experts. Moi, moi, c'est ma philosophie. Moi, je délègue, hein. Alors, moi, je suis expert en investissement, c'est mon domaine, j'adore ça. Par contre, tout ce qui est travaux, tout ce qui est, voilà, tout ça, hein, je m'entoure d'artisans qui sont brillants, qui connaissent leur métier.
Je leur délègue ça pendant qu'ils font le ravalement de façade, la peinture, la clôture, la plomberie, l'électricité. Moi, ben, je me concentre sur ce que je sais faire. Mon boulot, je suis salarié, j'ai un boulot que j'aime beaucoup, je me dévoue à mon boulot. Et dans mon temps libre, ce que je sais faire le mieux, l'investissement. Voilà. Et m'occuper de mes enfants, profiter de ma famille. Voilà. Surtout, ne vous dispersez pas. N'essayez pas de vous improviser maçon, plombier, électricien, euh, investisseur professionnel, prof particulier. Vous ne pouvez pas tout faire. Hein, dans une journée, il y a 24 heures, vous ne pouvez pas tout faire. Donc, sélectionnez les choses où vous êtes bon, où vous êtes très bon, sélectionnez les domaines où vous êtes brillant, percez dessus, excellez dans là où vous êtes bon pour avoir des augmentations et battre l'inflation. Et tous les trucs où vous n'êtes pas à l'aise, déléguez ça au meilleur. Voilà. Voilà en tout cas mon conseil. Donc c'est compliqué, c'est dur, oui, c'est vrai, mais tout n'est pas perdu. En tant qu'individu, on peut encore s'en sortir, on peut tirer notre épingle du jeu, à condition évidemment de ne pas ronronner. C'est sûr, si on attend que l'État nous rembourse nos frais maladie, nous paye notre retraite, nous finance nos 35 heures, là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Donc, voilà. Donc, essayez de dépendre le moins possible de l'État. C'est le conseil que j'ai à vous donner. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très bel été. Bonne chance pour le travail si vous êtes encore au boulot. De bonnes vacances si vous visionnez cette vidéo depuis la plage, la montagne, la campagne, l'étranger. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les gars, et à bientôt.